Les rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Bonjour à toutes et tous et merci pour votre présence et pour votre écoute de cette 5e séance des rencontres du RT14 de l'année 2024. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Robert pour parler de son ouvrage intitulé « Devenir compositeur, enquête socio-musicologique sur Déodat de Séverac », paru en 2023 aux éditions Symétrie. Quelques mots pour commencer à propos de ces rencontres du réseau thématique Sociologie des arts et de la culture de l'Association française de sociologie. Il s'agit d'un projet à la croisée du séminaire et du podcast qui est né en 2022 et qui vise à présenter l'actualité de la recherche en sociologie des arts et de la culture sous la forme de discussions avec les auteurs et les autrices ayant publié récemment un ouvrage. Ces séances prennent la forme d'un entretien suivi d'un moment d'échange avec le public. Nous sommes donc enregistrés et le podcast sera diffusé sur le Carnet Hypothèse et sur la chaîne YouTube du RT14. Vous y retrouverez d'ailleurs l'ensemble des rencontres qui ont déjà eu lieu. Aussi, avant de commencer cette discussion avec Alexandre Robert, nous vous rappelons que cette séance est la dernière de l'année. Nous sommes ravis de vous annoncer qu'une prochaine saison des rencontres du RT14 est en préparation pour l'année prochaine. En attendant le nouveau programme, nous vous invitons à écouter l'ensemble de nos rencontres sur la chaîne YouTube du RT14. Donc, bonjour Alexandre Robert et merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui au sein de ce réseau thématique que tu connais bien. Tu es sociologue et musicologue, paste à l'UFR de musicologie de Sorbonne Université et chercheur associé à l'IREMUS et au CERLIS. Après avoir soutenu ta thèse en 2016, thèse dont le livre discuté aujourd'hui est une version remaniée et augmentée, tu as mené une enquête ethnographique d'1 an auprès d'une classe de composition et d'informatique musicale à l'IRCAM en 2017-2018. Puis, tu t'es récemment orienté vers d'autres pratiques musicales, comme l'improvisation, avec une autre enquête ethnographique menée entre 2021 et 2023 dans une classe d'improvisation du CNSMDP, dont les résultats sont en cours de traitement et, on espère, de publication, ou les pratiques du chant, dans une enquête collective sur la construction des manières de chanter chez les enfants de maternelle, avec donc d'autres collègues. Et tu as déjà publié différents résultats d'une partie de ces recherches. Donc, dans un premier temps, pour entrer dans la construction même du livre, il nous a semblé important que l'on s'intéresse à la méthodologie de cette recherche et donc à la façon dont tu produis ces analyses. C'est un livre en 8 chapitres et au cours desquels tu retraces de façon très détaillée et chronologique les socialisations successives qu'a connues le compositeur Déodat de Séverac tout au long de sa vie, soit de 1872 à 1921. En croisant des outils et méthodes de la sociologie, de l'histoire et de la musicologie, tu t'attaques à une question centrale en sociologie des arts, celle de la construction sociale située de la démarche créatrice, à partir d'une trajectoire individuelle. Tu montres ici comment on peut réellement penser par cas, en sociologue, à partir d'un cas particulièrement intéressant comme celui de Séverac, qui, s'il n'est pas le plus reconnu et donc reconnaissable de sa génération, se trouve avoir traversé des espaces centraux de la constitution de l'avant-garde musicale du début du XXe siècle. Et c'est évidemment en référence à d'autres travaux qui se sont intéressés plus à des figures très connues. Nous avons trouvé ça particulièrement intéressant pour penser ces espaces. Les effets socialisateurs et de construction d'un ethos de compositeur, les transformations et les modalités de travail que tu étudies permettent tant de comprendre que d'étudier les œuvres de Séverac, comme tu le fais, et ils invitent aussi à effectuer le même travail éventuellement sur d'autres cas, dans la musique ou dans d'autres arts. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vraiment tu situes de manière dynamique Séverac tant dans des relations, famille, enseignants, collègues, cercles artistiques ou amicaux, que dans des lieux et localités importants de sa trajectoire, le Languedoc, Toulouse, Paris, Schola Cantorum, des cafés, on y reviendra,
et dans les moments historiques qu'il a pu traverser, les contextes politiques, les contextes institutionnels, etc. Je vais te passer la parole et passer à la première question. D'abord, peux-tu nous dire qui est Déodat de Séverac et comment tu en es arrivé à travailler sur ce compositeur, et peut-être aussi qu'est-ce qui t'a intéressé initialement en lui? Merci beaucoup. Déjà, bonjour tout le monde. Le Languedoc, Toulouse, Paris, Schola Cantorum, des cafés, on y reviendra. Et dans les moments historiques qu'il a pu traverser, les contextes politiques, les contextes institutionnels, etc. Je vais te passer la parole et passer à la première question. D'abord, peux-tu nous dire qui est Déodat de Séverac et comment tu en es arrivé à travailler sur ce compositeur, et peut-être aussi qu'est-ce qui t'a intéressé initialement en lui? Merci beaucoup. Déjà, bonjour tout le monde. Je me sens très honoré et puis privilégié de pouvoir discuter du livre dans ce cadre et avec vous. Tu l'as très bien résumé, mais donc l'idée de départ de cette enquête, en fait, c'était d'essayer de comprendre comment et pourquoi un compositeur ou une compositrice, il n'y avait pas forcément de choix de se centrer forcément sur une figure de compositeur, mais comment un compositeur ou une compositrice en vient à écrire les œuvres qu'il ou elle écrit, et donc à essayer de montrer en fait en quoi le social se loge jusque dans les moindres recoins, les moindres plis des œuvres musicales, et donc essayer d'aller rendre raison, rendre compte du contenu des œuvres musicales, essayer de raccorder ce qu'on peut observer à l'intérieur des œuvres musicales, les propriétés formelles des œuvres, à des processus sociaux, et notamment à des processus de socialisation, puisque je me suis largement inscrit en fait dans cette grande tradition de recherche centrée sur les processus de socialisation. Donc il y avait un peu au départ ce défi d'essayer d'étirer le champ d'analyse de la production symbolique vers les pratiques de la composition, puisque j'avais l'impression qu'il y avait... Alors il y avait des choses qui existaient en sociologie sur la pratique de la composition, notamment des analyses de Menger ou de Faulkner aux États-Unis sur les carrières de compositeurs, des choses comme ça. Il y avait le livre de Norbert Elias sur Mozart qui jette plein de pistes intéressantes, mais j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose qui aille jusqu'au bout de la démarche esquissée par Elias en fait, et qui aille vraiment qui aille investiguer jusque dans la chair des œuvres musicales. Et donc il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites pour les écrivains. Moi, ma porte d'entrée, parce qu'au départ, je viens d'un cursus de musicologie, mais donc ma porte d'entrée dans la sociologie, c'était vraiment les règles de l'art de Bourdieu. Et puis un peu après, le livre de Bernard Lahire sur Kafka, que j'ai trouvé très, très impressionnant. Mais donc il y avait beaucoup de choses sur les écrivains, aussi un peu sur les peintres, avec le Manet de Bourdieu qui a été publié un peu après, en tout cas après sa mort. Pas de choses satisfaisantes sur des figures de compositeurs ou de compositrices. Donc, au départ, dans mon cursus de musicologie, moi je m'étais un peu spécialisé sur la musique savante française de la Troisième République, donc à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. J'étais très, très intéressé et passionné par cette période. Et donc je me suis dit que j'allais profiter un peu de ce petit capital initial de savoir sur cette période pour essayer de choisir une figure à partir de laquelle on pourrait construire une intrigue qui pourrait répondre à ces enjeux de connaissances que je viens d'évoquer. Et en fait, donc la figure de Déodat de Séverac m'a paru hyper intéressante pour plusieurs raisons. Alors c'est vraiment des raisons méthodologiques, donc l'idée c'était pas du tout de réhabiliter un compositeur méconnu ou quoi. Mais donc c'était vraiment des raisons empiriques et méthodologiques. Et il y en a plusieurs. Alors la première, c'est qu'il a une trajectoire assez marrante par rapport à d'autres de ses contemporains, par rapport à ses concurrents dans le champ musical. D'une part parce que c'est une trajectoire qui est marquée par plusieurs bifurcations biographiques, bifurcations résidentielles, professionnelles, voilà. Et puis c'est aussi une trajectoire qui est marquée par la fréquentation de différents cadres de socialisation, et en particulier ce qui avait vraiment retenu mon attention au début, quand je me suis penché sur sa trajectoire, c'est sa fréquentation
simultanée des deux pôles opposés de l'avant-garde dans les années 1900. Et donc c'est vraiment un des seuls compositeurs du champ musical qui fréquente vraiment les deux pôles opposés et qui sont explicitement en lutte en fait de l'avant-garde. Donc je me suis dit que ça pouvait avoir des conséquences socialisatrices assez intéressantes en fait. Et donc il y aurait des choses sans doute intéressantes à en tirer. Donc ça c'était la première raison. Et puis la deuxième raison c'est qu'il y avait une quantité de sources disponibles qui était relativement abondante et qui était surtout disponible tout de suite parce qu'il y avait une grande partie de la correspondance qui avait été déjà publiée, qui avait fait l'objet d'éditions soigneuses de certains musicologues. Il y a quelques musicologues qui sont passionnés par Séverac, donc il y avait quand même des gens qui avaient travaillé sur le cas avant. Et donc voilà, il y avait de la correspondance active, donc c'est-à-dire des lettres écrites par Séverac lui-même qui étaient déjà disponibles, et puis aussi un certain nombre de textes de critique musicale ou de textes sur la musique qui avaient été aussi édités. Donc voilà, il y avait des choses disponibles. Et en fait, au cours de mon master, j'avais déjà travaillé sur d'autres figures de compositeurs de la même période, et j'avais notamment fait un peu ce travail d'exhumation des sources en bibliothèque. Et j'avais déjà pu mesurer à quel point c'était quand même long et pénible d'aller déchiffrer des lettres de gens de la fin du 19e siècle à la BNF. Et donc, j'avais pas trop envie, en fait, de trop perdre de temps, enfin, entre guillemets, hein, c'est pas forcément de la perte de temps, mais donc j'avais envie de pouvoir disposer d'un matériau empirique déjà là, déjà directement exploitable et analysable. Voilà. Alors, ça n'empêche pas qu'il y avait aussi beaucoup de matériaux qui étaient inédits et de sources qui étaient encore inédites et que j'ai pas forcément pu consulter au moment de la thèse. Mais voilà, il y avait déjà beaucoup de choses et c'était donc ces critères-là qui ont fait que je me suis dit, voilà, ça a l'air d'être un bon client, on va essayer une étude de cas sur cette figure-là. Bah, belle petite transition. Est-ce que tu peux du coup nous parler de comment tu as constitué finalement ce matériau d'enquête et quel accès tu as eu à des archives ou à ces archives avec et peut-être outre les éditions dont tu viens de parler? En fait, j'ai eu un accès aux archives qui a été un peu haché, je dirais, puisque pendant ma thèse, donc je me suis largement appuyé au début sur tout ce qui avait été déjà publié, déjà édité. Donc il y avait quand même beaucoup de choses, hein, puisque dans le volume de la correspondance éditée, il y avait déjà 550 lettres, ce qui est déjà assez confortable hein, pour dire des choses. Mais effectivement, je me suis un peu renseigné et puis je me suis aperçu qu'il y avait un fonds Séverac qui était conservé dans la maison historique de la famille Séverac, donc à Saint-Félix-Lauragais, donc une petite commune à 30 km à l'est de Toulouse, et donc qui était conservée par Catherine Black-Beller, qui est la veuve du petit-fils de Séverac. Voilà. Donc j'ai contacté l'héritière de Séverac et je lui ai demandé si je pouvais venir consulter ses archives. Et en fait, malheureusement, pendant la durée de ma thèse, c'est-à-dire entre 2012 et 2016, la maison historique des Séverac était en travaux, donc c'était un chantier pas possible. Et donc elle m'a dit, bah oui, je peux vous accueillir, je peux vous sortir quelques trucs, si vous me dites à l'avance s'il y a des trucs qui vous intéressent en particulier, mais vous ne pourrez pas tout consulter. Donc, alors, je lui ai dit de me sortir avant tout les esquisses manuscrites des œuvres, parce que c'était aussi ce qui m'intéressait, de pouvoir aller faire un peu d'analyse génétique, comme on dit en musicologie. Donc elle m'a sorti quelques feuillets d'esquisses, donc j'y étais là-bas quelques jours et puis j'ai pu travailler un peu sur les esquisses, mais voilà, j'ai pas eu accès en fait à toutes les lettres et toute la correspondance inédite qui était encore conservée dans le fond. Et donc après ma thèse, donc j'ai soutenu en 2016, et après ma thèse, dans les années suivantes, le fonds a été vendu en fait à la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse, et donc il a été rendu accessible à partir de 2021, je crois. Donc à la sortie du Covid, j'ai été quelques jours à la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse, et puis pendant 3 jours, j'ai pris en photo tout ce que je pouvais, donc tous les cartons d'archives et tout. Et puis après, pendant plusieurs mois, j'ai épluché ces trucs-là, sous forme numérisée sur mon ordi, et donc j'ai pu compléter un petit peu la documentation et la consultation des archives. Alors du coup, ça m'a conduit en fait à constituer 3 types de sources pour essayer de répondre un peu à la question de recherche. Donc le premier type de source, c'est les écrits de Séverac, donc toute sa correspondance et puis tous les écrits divers qu'il a pu produire au cours de sa trajectoire. Le deuxième type de source, c'est les écrits, alors soit les écrits adressés à Séverac ou alors les écrits sur Séverac, parce qu'il y a beaucoup de ses contemporains qui ont produit des descriptions, des récits, des témoignages sur sa vie, sur sa pratique, voilà.
Et puis le troisième type de source, c'est toutes les traces écrites de ces œuvres, donc soit sous forme manuscrite, les brouillons, les esquisses, voilà, tout ce qu'on appelle le matériel manuscrit, soit sous forme éditée, ou les premières versions des éditions, enfin les différentes versions successives des éditions, toutes ces choses. Voilà. Donc c'est un peu ces trois types de sources que j'ai essayé de mélanger pour D'articuler ensemble. articuler. Et donc, toujours un peu de manière introductive, tu mobilises une approche socio-musicologique et socio-historique, si on peut se permettre. Et tu fais notamment dialoguer, effectivement, ce que tu viens de dire, des archives musicales, hein, des partitions, et des archives épistolaires ou de seconde main. Comment tu fais un peu pour les faire dialoguer, finalement ? Donc l'idée, c'était, à partir de ces différents types de sources, de reconstruire des expériences socialisatrices. Voilà, c'était vraiment ça mon fil conducteur. Quelque part, ça c'est un peu, rétrospectivement, en fait, ça m'apparaît un peu comme un puzzle, enfin, le type d'opération concrète d'analyse que j'ai essayé de faire. Donc l'idée, c'était de réunir des sources diverses, vraiment des choses qui pouvaient être très différentes, pour reconstituer un peu le tableau des expériences socialisatrices qu'il était amené à vivre tout au long de sa trajectoire. Et voilà, donc à chaque fois, le but, c'était de reconstruire le cadre de socialisation, les modalités de socialisation, donc les modalités concrètes selon lesquelles il était socialisé dans tel ou tel espace, dans telle ou telle institution, tel ou tel groupe, et puis les effets, donc ce que ces socialisations produisent en termes de manière de penser, d'agir, de sentir. Donc, essayer d'objectiver un peu les dispositions qu'il était amené à incorporer au sein de tous ces espaces. Donc des fois ça donne lieu à des agencements en fait, de matériaux qui sont très hétérogènes, mais qui finalement permettent de montrer certaines continuités, certaines cohérences. Alors, je sais pas, pour prendre peut-être un exemple, il y a un moment de sa trajectoire où Séverac s'attache à disons, mettre en écriture des effets d'improvisation dans ses œuvres, donc à donner un peu l'illusion de l'improvisation, de l'incertitude, du cheminement musical dans ses œuvres, etc. Et donc, pour raccorder cette tendance ou ces chaînes d'écriture qu'on peut repérer un peu par l'analyse musicale, il faut en fait les mettre en lien avec tout un ensemble de sources. Alors, il faut les mettre en lien avec des récits de ses contemporains qui décrivent le mode de travail de Séverac, parce que lui-même n'est pas très prolixe sur ces procédures concrètes. Mais voilà, il y a tout un ensemble de témoignages qui permettent de combler un peu ce vide et qui disent que voilà, à ce moment de sa trajectoire, il compose en s'appuyant beaucoup sur des séquences d'improvisation au clavier. Voilà, donc on sait qu'il y a un dialogue très intense entre composition et improvisation musicale au clavier. Il faut aussi le mettre en lien avec ses discours, puisque c'est une tendance qui est directement liée à son programme esthétique régionaliste, avec une forte valorisation de la valeur de spontanéité, enfin, forte valorisation de la spontanéité, avec l'idée que, à travers ses œuvres, il essaye de célébrer un monde rural, une espèce de culture primitive, paysanne, où tout est franc, tout est spontané, tout est sincère, voilà, enfin, toutes ces choses-là. Et puis, on peut aussi le relier à d'autres sources qui montrent que Séverac est aussi socialisé à ce mode de travail qui consiste à faire dialoguer composition et improvisation au sein du groupe des Apaches, notamment, qui valorise énormément la recherche au clavier, et qui s'oppose très fortement à un autre mode de travail auquel il avait pu être familiarisé avant, à la Schola Cantorum, mais on en reparlera peut-être plus en détail après. Voilà, et je voulais aussi peut-être profiter de cette question pour insister en fait sur l'intérêt des sources historiques pour reconstruire des processus de socialisation. Parce que en fait, il y a plusieurs raisons qui font que moi j'ai trouvé que c'était vraiment un super matériau pour reconstruire ces expériences socialisatrices par rapport, je veux dire, à des enquêtes de terrain, par observation, par entretien. Au sens où, alors déjà, on sait que les processus de socialisation, généralement, c'est des processus qui s'étendent sur le temps long, qui demandent de la répétition, de la récurrence, éventuellement de la régularité. Et donc, en fait, avec ces matériaux qui s'étalent comme ça sur des longues périodes, sur plusieurs années, on peut en fait retracer éventuellement des processus sur le temps long, des modalités qui s'étalent dans le temps.
Et puis on peut aussi retracer presque, on pourrait dire, la trajectoire de certaines dispositions. On peut suivre des trajectoires dans le temps long, sur plusieurs dizaines d'années éventuellement. On peut voir comment des dispositions s'actualisent, on peut voir comment elles se transforment éventuellement, comment certaines s'effacent à la faveur de certaines circonstances. Voilà. Donc ça, c'était le premier intérêt. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enquête longitudinale avec des enquêtes de terrain, hein, ça existe, mais bon, c'est beaucoup plus coûteux et c'est plus rare. Et voilà. Et puis le deuxième intérêt, c'est que, alors là c'est peut-être assez spécifique aussi au cas Séverac, mais une grande partie de la correspondance de Séverac est une correspondance familiale. Et pendant presque toute sa trajectoire, il est conduit à correspondre très régulièrement avec sa mère et avec ses 3 sœurs. Et disons que la structure relationnelle qui unit Séverac à sa mère et ses 3 sœurs détermine dans une grande mesure le contenu en fait, de ces échanges. Et à travers cette correspondance, on a accès à des choses que Séverac n'aurait sans doute pas dites dans d'autres contextes ou à d'autres personnes. Voilà. Donc, il suffit juste de s'imaginer la même enquête avec un enquêteur qui vient interroger Séverac. Bon, voilà, c'est une personnalité publique, il aurait sans doute cherché à contrôler son image. Peut-être il aurait été regardant sur la diffusion des informations qu'il donnerait. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de contraintes que là, on n'a pas du tout. Et voilà, bon, je le dis souvent un peu en rigolant, mais je le pense vraiment, c'est du coup beaucoup plus facile des fois de travailler sur des gens qui sont morts, puisque donc on peut vraiment... ouais, voilà. Donc tout un ensemble de choses qui facilitent en fait l'analyse des processus de socialisation. Et bon, évidemment, il y a d'autres avantages hein, quand on fait de l'enquête de terrain, entretien, observation. Là, il y a plein d'infos qui manquent, il y a plein de trous qu'on essaie de combler un peu avec certaines sources, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, je m'associe à Regina pour poser aussi des questions. On va maintenant commencer à parcourir ton livre, en commençant par la socialisation primaire donc, de Séverac. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord nous dire quels sont les éléments importants de cette prime socialisation, c'est-à-dire avant la Schola Cantorum? Donc Séverac, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il naît en 1872, donc à Saint-Félix, qui est une petite commune à côté de Toulouse. Et donc c'est quelqu'un qui est issu d'une longue lignée d'aristocrates languedociens. Et donc il grandit dans un univers matériel et symbolique vraiment qui est complètement inscrit dans une condition de classe, hein, qui est celle de cette vieille aristocratie languedocienne, plutôt sur le déclin, avec des revenus déclinants, on y reviendra peut-être après. Donc en fait on peut vraiment voir hein, toutes les ressources et toutes les dispositions, les primes dispositions, on pourrait dire, que Séverac incorpore au sein de ce cadre familial. Et donc c'est des choses qui sont complètement qui sont bien connues hein, de la culture aristocratique. Donc alors évidemment, il y a la détention de certains types de capitaux, donc le capital économique, et un certain type de capital économique aussi, avec la détention d'un patrimoine immobilier, des châteaux, des résidences, donc il y a aussi un capital symbolique, hein, plus que d'autres formes de capital économique. Donc le capital économique, un capital social très important, puisque les Séverac sont vraiment c'est des notables locaux, et donc ils sont inscrits dans des réseaux de relations et de sociabilité très forts avec tous les notables du coin dans le Languedoc, avec le clergé languedocien, avec les magistrats, les responsables politiques locaux, etc. Et donc ça, c'est aussi un truc important à noter, c'est que dès sa plus tendre enfance, il est habitué, il incorpore des dispositions mondaines, donc il est très à l'aise en public. Et donc c'est des choses qu'il aura l'occasion de réinvestir aussi quand il montera à Paris, dans les salons parisiens, où voilà, il sera très, très à l'aise pour investir tous ces espaces de visibilité. Évidemment, des croyances politiques et religieuses très marquées, propres aussi à la noblesse d'épée. Donc les Séverac, c'est vraiment une famille extrêmement légitimiste, très catholique aussi, avec une tendance antisémite aussi assez marquée, donc vraiment propre au catholicisme réactionnaire. Voilà. Alors ça, je fais une toute petite parenthèse sur l'antisémitisme, mais c'est un truc qui m'avait un peu marqué dans les matériaux qui étaient disponibles, parce que
étant donné les propriétés sociales de Sévrac, ça me semblait absolument improbable qu'il ne soit pas antisémite et qu'il ne soit pas anti-Dreyfusard. Vraiment, je n'imaginais pas que ça pouvait être autrement. Et pourtant, dans certains travaux, il y avait des musicologues qui disaient oui, il était Dreyfusard. Et puis il n'y avait quasiment aucune manifestation d'antisémitisme dans les lettres qui avaient été publiées. Donc je me suis dit, bon, c'est étrange. Et quand j'ai pu consulter le fonds d'archives, je me suis aperçu qu'en fait, si, il y avait plein de manifestations d'antisémitisme. Alors je ne sais pas si c'était une volonté de cacher cyniquement le truc pour... voilà, parce que ça aurait risqué d'empêcher la démarche de réhabilitation de son œuvre, etc. Mais voilà, ça m'avait paru complètement fou. Ouais, donc il y a vraiment un article de Jaurès annoté où il dit non, Drummond a raison, machin. Enfin voilà, c'est c'est assez marqué, quoi. Oui, c'est très explicite, tout à fait. Mais bon, ça reste des manifestations ponctuelles d'antisémitisme au fil de sa trajectoire, et bon, ça joue pas on peut pas dire que ça joue un grand rôle dans la compréhension de sa pratique compositionnelle, mais voilà. Voilà, et puis dernier élément, un capital culturel extrêmement important, transmis par son père, qui s'appelle Gilbert de Sévrac, qui était lui-même un peintre qui était connu pour sa production picturale à l'échelle locale, qui expose dans des différents salons à Toulouse, qui avait tenté un peu une carrière artistique dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, c'est important aussi pour comprendre aussi les conditions de possibilité de l'engagement vocationnel de Sévrac, parce que c'est vraiment son père qui rompt un peu avec toute une tradition familiale d'engagement dans les carrières militaires et juridiques, puisque son père, le premier, avait tenté une carrière artistique dans sa jeunesse, alors un peu avorté. Finalement, il est revenu vivre dans le Languedoc pour vivre une vie de notable local, mais il n'a jamais abandonné complètement sa pratique amateur, et donc la maison de Saint-Félix est largement aménagée autour de la pratique des arts, de la peinture, de la musique, de la lecture, voilà. Et donc, Sévrac reçoit, en fait, il bénéficie de conditions de transmission quasi parfaites, hein, du capital culturel paternel. Et donc, il reçoit ce gros capital culturel paternel. Voilà. Bon, c'est ça. Très bien, on va continuer. Il est ensuite monté à Paris. Et il a suivi des études à la Schola Cantorum. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment est-ce que tu as travaillé sur cette institution pour contextualiser son apprentissage? Et donc, comment était ce jeune artiste à cette époque? La Schola Cantorum, alors pour Sévrac, évidemment, c'est une institution très importante parce que c'est sa porte d'entrée dans le champ musical. Et donc c'est une institution qui est plutôt située à l'avant-garde. Donc c'est une institution créée par Vincent d'Indy, Charles Borde et Alexandre Guillemant en 1894, mais 1896, puisque ça devient une école de musique en fait en 1896. Et le projet de l'institution au départ, c'est de proposer une alternative ou de concurrencer en fait le Conservatoire de Paris, qui jusqu'à ce moment-là est vraiment détient une sorte de monopole en fait sur la production et la reproduction du corps de compositeurs, et donc qui est un peu l'institution qui est la gardienne un peu des principes académiques et qui est complètement reliée à l'Académie des Beaux-Arts. Et donc Vincent d'Indy, qui a déjà mis la main sur l'espace avant-gardiste en étant à la tête de la Société nationale de musique, qui était une institution créée en 1870 et qui avait amorcé un peu disons un processus d'autonomisation de la création musicale en opposition à l'Académie des Beaux-Arts. Donc Vincent d'Indy prend la tête aussi très rapidement de la Schola Cantorum et contrôle un peu cette institution qui vient s'opposer au Conservatoire de Paris. Alors en fait, on a pas mal de documents et de sources qui permettent de reconstruire ce cadre de socialisation qui est la Schola Cantorum. Et alors la source principale, c'est le cours de composition musicale de Vincent d'Indy, qui a été publié en différents volumes sur plusieurs dizaines d'années en fait, mais voilà, qui a été, enfin, en tout cas les premiers volumes ont été édités de son vivant et à partir de notes à la fois de lui et de certains de ses élèves les plus chevronnés. Donc on a ce cours de composition, donc on connaît en fait le contenu en détail, le contenu des enseignements. On a tout un ensemble de sources comme le règlement intérieur de l'institution, et puis on a surtout beaucoup de témoignages d'anciens élèves qui permettent de reconstruire un peu voilà, l'ambiance des cours et puis les types d'interactions qui structurent ces activités pédagogiques. Donc
Donc oui, alors ensuite, en ce qui concerne les effets en fait, que cette expérience socialisatrice a sur la pratique de Séverac, il se trouve que c'est vraiment l'expérience socialisatrice pour laquelle on a le plus de sources dans la correspondance de Séverac, puisque, bon, déjà, ça concerne les premières années parisiennes, et puis surtout, Séverac en fait, est tenu par une sorte de contrat moral vis-à-vis de sa famille, à vraiment tenir au courant sa famille de ce qu'il fait, à rendre des comptes et à donner des gages en fait, de sa réussite, puisque il a quitté le cadre familial et puis il a abandonné un certain nombre de charges qui auraient dû normalement lui incomber en tant que seul garçon de la Delphi. Donc, voilà, il aurait dû gérer le patrimoine foncier familial. Voilà. Et puis en plus, son père meurt en 1897, soit un an après qu'il ait quitté, qu'il soit monté à Paris. Donc vraiment, il y a une pression familiale très forte pour que son choix de tenter la carrière de compositeur à Paris envers et contre tout, et, enfin surtout envers et contre la vie familiale globale, ce soit un choix payant, et donc il faut qu'il montre qu'il fait tout pour que ça marche et qu'il réussisse. Donc en fait, on a énormément de récits de ses journées à la Schola Cantorum. Il explique tout ce qu'il a appris en cours, il explique ce que d'Indy a pensé de ses exercices, enfin voilà, il détaille énormément de choses. Et donc on peut mesurer en fait de façon assez fine les effets concrets qu'exerce l'institution. Est-ce que tu peux nous rentrer un petit peu dans le détail justement des manières de penser, d'agir, de sentir que ça a pu développer chez lui? Peut-être pour préciser un petit peu la position en fait, de cette institution au sein du champ musical et puis l'esprit que lui insuffle Vincent d'Indy, parce que c'est vraiment la figure tutélaire de l'institution hein, qui chapeaute l'ensemble. En fait, Vincent d'Indy, à la fois c'est une figure, c'est vraiment un membre de l'avant-garde du chant, donc il défend des valeurs qui sont typiquement avant-gardistes comme la singularité musicale, le désintéressement, voilà, toutes ces choses qui sont censées s'opposer en partie à l'arrière-garde et au pôle académique. Et en même temps, ce qui est un peu paradoxal, c'est que d'Indy profite en fait de sa position dominante au sein de l'avant-garde pour réinjecter de l'hétéronomie religieuse, puisque c'est une figure très paradoxale qui à la fois est très progressiste sur certains aspects musicaux et en même temps ultra réactionnaire sur le plan politique et religieux. Et donc, en fait, il arrime des valeurs avant-gardistes à un ensemble de valeurs catholiques relativement réactionnaires. Et donc, disons que le socle qui fonde un peu tout l'enseignement de la Schola Cantorum, c'est vraiment une association très étroite, très intime entre l'esthétique et l'éthique catholique. Donc il faut que la création artistique, les productions musicales, et même les manières d'apprécier les œuvres soient arrimées à des valeurs catholiques, et notamment les 3 valeurs théologales que sont la foi, l'espérance, la charité. Et donc il faut que l'art soit un outil d'élévation spirituelle de l'humanité. Voilà, c'est vraiment un impératif moral très fort qui est posé par d'Indy et sur lequel il insiste tout le temps. Et donc Séverac reprend complètement à son compte ce nœud entre éthique catholique et esthétique que pose d'Indy comme première pierre de tout apprentissage de la composition. Alors ensuite, à l'intérieur de ce nœud entre esthétique et éthique catholique, il y a plusieurs logiques que d'Indy transmet, insuffle à ses élèves en composition. La première logique, donc, c'est une logique qu'on va appeler traditionnaliste. Donc, c'est la transmission d'une certaine vision de l'histoire de la musique comme un processus presque évolutionniste, en fait, qui remonterait au plein chant du Moyen-Âge, c'est-à-dire au chant grégorien, donc les mélodies qui accompagnent donc des mélodies monodiques hein, qui sont chantées a cappella, enfin, qui sont censées être chantées a cappella et qui accompagnent le culte. Donc depuis le plein chant médiéval jusqu'à la période moderne, et donc avec une évolution linéaire du langage, des œuvres, et donc une évolution qui est centrée autour de 2 aspects des œuvres musicales, qui sont vraiment les aspects sur lesquels d'Indy insiste beaucoup. La construction formelle des œuvres, donc qui doit respecter certains principes, avec un fort attachement à ce qu'on appelle la forme cyclique. Peut-être que je pourrais détailler après.
Et puis, un fort attachement aussi au contrepoint, donc à l'écriture contrapuntique, c'est-à-dire cette manière d'entrelacer des lignes mélodiques selon certaines règles. Voilà, c'est vraiment les deux aspects de l'écriture sur lesquels Dindy insiste énormément et qui, pour lui, sont au fondement de l'évolution linéaire de l'histoire de la musique occidentale. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième logique très importante, c'est une logique qu'on peut appeler ascétique et qui se décline en sur plusieurs registres. D'une part, Dindy insiste très fortement auprès de ses élèves pour qu'ils suivent une discipline de travail extrêmement rigoureuse, extrêmement forte, donc avec tout un tas de préconisations et d'injonctions sur les manières d'élaborer les thèmes principaux des œuvres. Par exemple, il ne faut surtout pas se fier à son premier jet, mais il faut toujours retravailler, corriger inlassablement les premiers jets pour aboutir à un objet très poli, très lisse, voilà, très pur. Et puis, disons une exigence d'une approche analytique des œuvres. Alors ça, c'est très important pour Dindy. On ne peut bien composer, on ne peut bien apprécier les œuvres que si on sait les décortiquer, si on sait en déconstruire les rouages internes, et si on comprend comment les œuvres sont faites à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de travaux là-dessus. Là, pour le coup, je me suis pas mal appuyé sur des travaux qui avaient déjà été proposés, notamment ceux de Rémi Campos, qui montrent un peu comment Dindy est un des premiers à lier autant en fait, pratique de la composition et enseignement de la composition et analyse musicale. Voilà, et puis donc une troisième logique qui est articulée aux deux autres, hein, très, très fermement, qui est une logique qu'on peut appeler singulariste, selon laquelle il s'agit de suivre sa nature quand on compose, de s'exprimer, de développer sa personnalité par le maniement du matériau musical. Mais voilà, peut-être qu'on reviendra sur cette logique après, parce qu'elle est importante pour comprendre le fil de la trajectoire de Séverac. Mais... Sinon, en parallèle de ces études à la Schola Cantorum et de ce début de vie parisienne, tu t'intéresses également aux conditions de professionnalisation du jeune compositeur Séverac, et tu le décris comme tiraillé entre cette idée de contrainte interne plutôt vocationnelle et la logique de la contrainte externe professionnelle, hein, comment en vivre de son travail. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce tiraillement commun en quelque sorte à tous les artistes, mais aussi sur ce lien que fait individuellement Séverac, hein, entre la logique de désintéressement et la logique de profit. En fait, ce qui est intéressant avec Séverac aussi, c'est qu'il incarne un peu cette espèce d'antinomie historique entre l'art et l'argent. Hein. Donc, vraiment, il est au cœur de cette opposition très classique qui a été mise en lumière par tous les travaux de sociologie, en fait. Hein. Et donc, ce qui est intéressant et en même temps ce qui est un peu cruel dans son cas, c'est que évidemment, il est complètement du côté de la logique singulariste. Il aimerait écrire des œuvres sincères, désintéressées, voilà, sans préoccupation financière aucune. Et puis des œuvres potentiellement qui n'ont pas forcément de public déjà disponible quoi, pour les consommer, pour les acheter. Et en même temps, il est dans des conditions matérielles et économiques d'existence à Paris qui le contraignent quand même à essayer de gagner un peu sa vie, à essayer de trouver des moyens de subsistance. Et ça, c'est une des grandes frustrations dans la trajectoire de Séverac, c'est qu'il est quand même plongé dans un milieu où il y a en gros que des aristocrates rentiers à la Schola Cantorum. Son meilleur ami, par exemple, René de Castera, qui a des propriétés sociales très très proches de Séverac, lui, il a par exemple 500 francs que son père lui envoie tous les mois pour vivre à Paris, ce qui est considérable à l'époque. Et Séverac, lui, reçoit de sa famille entre 100 et 200 francs par mois, ce qui ne lui permet pas vraiment en fait, de couvrir ses dépenses, son train de vie, parce qu'il a aussi un train de vie de quelqu'un de très aisé. Et alors, pour donner peut-être un point de comparaison, on sait que le budget moyen d'un foyer ouvrier en 1900, c'est à peu près 100 francs par mois.
voilà, pour couvrir les dépenses d'un foyer entier. Et donc c'est vrai que lui reçoit entre 100 et 200 francs par mois, mais bon, évidemment, il n'a pas le même train de vie qu'une famille ouvrière. Et voilà, il mange au restaurant tous les midis, ce genre de choses. Alors c'est peut-être pas les mêmes prix de restaurant qu'aujourd'hui, hein, mais quand même. Donc il est obligé de trouver des manières de compenser et de gagner de l'argent. Alors il essaye plusieurs choses. Donc déjà il essaye de monnayer ses œuvres, comme il dit, même si il peut pas les refiler à des éditeurs un peu mainstream, parce que c'est pas des œuvres qui intéressent forcément les pratiques de salon ordinaires de la bourgeoisie. Donc il arrive malgré tout à intéresser quelques éditeurs un peu d'avant-garde, bon, mais en gros il n'arrive pas beaucoup à éditer, et surtout il se fait beaucoup auto-éditer par la maison d'édition de la Schola Cantorum, qui lui procure quasiment pas de revenus en fait. Et puis il essaye il tente aussi des concours de composition, parce qu'il y a des concours de composition qui permettent d'obtenir des très grosses sommes. Par exemple, il y a le concours de la ville musicale de Paris qui procure 30 000 francs aux vainqueurs. Donc, c'est un concours qui a lieu tous les 3 ans, et donc c'est vraiment un gros truc. Mais bon, il candidate, il se trompe sur le règlement, il écrit une œuvre qui remplit pas les critères du règlement, donc en fait il est éliminé avant la finale. Enfin bref, ça marche pas non plus. Donc en gros, il abandonne un peu l'idée au bout d'un moment de gagner de l'argent avec sa pratique de la composition, puisqu'il ne veut pas transiger sur le contenu des œuvres. Donc, voilà. Donc il est obligé de trouver d'autres moyens, et donc très classiquement, en fait, il va multiplier les seconds métiers et les boulots considérés comme alimentaires. Donc il va multiplier les activités d'enseignement, il va essayer de se trouver des élèves fortunés pour leur enseigner le contrepoint ou les techniques d'écriture musicale. Il va tenir l'orgue aussi dans certaines paroisses le dimanche, mais bon, c'est des très maigres revenus. Il va aussi essayer d'écrire un petit peu des critiques musicales, mais pareil, les revues tardent à le payer, il n'arrête pas de dire depuis... Bon, il n'a pas les dispositions non plus pour aller insister et aller taper à la porte des gens pour réclamer son argent. Donc c'est pas terrible. Et puis, une quatrième catégorie de second métier, mais j'ai un peu oublié... Je ne l'ai plus en tête. J'avais oublié de mentionner les commandes, donc dans les manières de monnayer ses œuvres. Et alors ça lui arrive 1 ou 2 fois dans sa carrière, mais c'est quand même très rare. Et voilà. Et donc ton livre se concentre en grande partie aussi sur l'identité régionale de Séverac et ses transformations. Alors on te propose de revenir sur les étapes de ces transformations, tant sur le plan personnel que sur le plan artistique. Avec une première question, tu dis que Séverac s'est vu contraint de construire un programme esthétique singulier. Tu appelles ça dans ton livre la montée en singularité. Alors pourquoi et d'où vient une telle injonction ? Ça, c'est une injonction en fait qui est un peu transversale à l'espace, au sous-espace avant-gardiste, puisque c'est une des logiques, cette logique de singularité, par laquelle l'espace avant-gardiste justement se distingue et cherche à gagner en autonomie par rapport à l'espace académique où il s'agit moins d'être singulier que de montrer de la virtuosité dans la maîtrise des techniques d'écriture canonique, en gros. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Donc l'espace avant-gardiste, pour le coup, promeut très fortement cette valeur de singularité. Donc il s'agit d'être soi par la composition, de faire montre d'une certaine originalité personnelle, de montrer qu'on a une personnalité. Alors, dans l'enseignement de Vincent d'Indy, c'est extrêmement présent. Là, pour le coup, on le voit vraiment bien dans la correspondance de d'Indy avec certains élèves. Puis même Séverac, quand il rapporte les propos de d'Indy, on sent que ce qui le touche beaucoup aussi, c'est quand d'Indy lui dit « Oui, vous arrivez à garder une très belle personnalité, même quand vous essayez de maîtriser certaines techniques d'écriture, c'est très bien, il faut continuer comme ça. » Et on a même une lettre qui est vraiment hyper intéressante d'Indy, en fait, qui est une réponse à la mère de Séverac qui avait écrit directement à d'Indy pour lui demander si ça valait vraiment le coup que Séverac continue, persévère dans la carrière de compositeur. Alors c'était au moment de la mort du père de Séverac, donc je pense qu'elle avait sans doute besoin de lui pour tout un tas de choses. Et donc elle écrit à d'Indy en lui demandant est-ce que vraiment ça vaut le coup. Et d'Indy lui répond un peu embarrassé, parce qu'il voit bien la situation familiale sensible, et il lui dit je ne peux pas vous dire comme ça, de but en blanc, on ne sait pas, il commence à peine sa carrière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une très belle personnalité. Voilà, donc c'est quand même
C'est quand même assez éloquent, et en tout cas, c'est un truc, c'est un des critères de sélection de Séverac par Dindy, et qui montre que c'est vraiment quelque chose de très valorisé au sein de l'avant-garde. Alors, donc concrètement, cette logique de singularité, en fait, elle conduit à faire deux choses. Elle conduit à la fois à intérioriser ce qu'on pourrait appeler une disposition réflexive ou une réflexivité réflexe, comme dit Bourdieu, qui porte sur ses propres manières d'être, donc qui vise à réfléchir à voilà, quelles sont, on le traduit en termes sociologiques là, en disant comme ça, mais quelles sont les dispositions, les représentations de soi qui sont les plus fortes et qu'on a envie de travailler par la composition, en gros. Et puis, donc ça c'est le versant plutôt subjectif, hein, le versant qu'est-ce que c'est que ma personnalité. Et puis, il y a un deuxième versant qui est plutôt le versant distinction vis-à-vis du reste de la production, puisque évidemment être singulier, c'est être soi-même et surtout par un autre, pour paraphraser, enfin plutôt détourner un titre. Et donc l'idée, c'est, ça on le voit très bien aussi dans la correspondance, c'est vrai que c'est de trouver des idées à soi, mais en même temps trouver des idées à soi, ça veut dire trouver des idées qui n'ont pas encore été trouvées par ailleurs et qui permettent de nous distinguer par rapport voilà, aux autres concurrents au sein de l'avant-garde. Donc c'est vraiment, pour le coup, ça c'est une expression qu'on trouve chez Menger, mais c'est vraiment la compétition par l'originalité. Voilà. Donc, oui, tu voulais... donc ça, c'est une chose. Et en fait, chez Séverac, cette exigence de singularité, elle va assez vite se fixer sur son identité méridionale. Alors, bon, là, c'est un truc que j'ai trouvé très amusant, en fait, en examinant de près sa trajectoire et les archives, c'est que c'est vraiment l'aspect de Séverac qui est le plus connu, hein, c'est son programme esthétique régionaliste. Voilà, il est connu comme le languedocien qui monte à Paris et puis qui défend un peu cette identité méridionale. Et en fait, on pourrait se dire que dès le moment où il monte à Paris, il a déjà en tête cette ambition de défendre une identité régionaliste, méridionale. Et en fait, pas du tout. Dans les premières années de son séjour à la Schola Cantorum, en fait, on trouve très peu de traces de ça dans sa correspondance, quasiment pas la première année. Et ce qu'on constate surtout, c'est que à Paris, en fait, il est soumis à un processus d'assignation identitaire, où il est sans cesse renvoyé en fait à une forme d'altérité régionale, et en fait une altérité raciale. On peut vraiment aller jusque-là. Parce qu'il est identifié comme provenant d'une contrée lointaine, d'une province lointaine, avec son accent, avec son patronyme aussi, qui est vraiment un patronyme typiquement languedocien. La famille Séverac a donné son nom à une commune qui s'appelle Sévérac-le-Château. Et donc il est renvoyé sans cesse à cet écart, cette différence, cette altérité méridionale. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que au début, il n'est pas vraiment sûr de quoi faire en fait avec cette identité méridionale à laquelle on le renvoie. Donc là, on est vraiment dans le Goffman de stigmate. Hein, il se demande vraiment quoi faire avec ce stigmate. Et il y a une lettre incroyable aussi de Séverac qui répond à sa mère, puisque sa mère s'inquiète en fait de savoir ce qu'on va penser à Paris de son accent méridional. Et donc Séverac lui dit non, mais vous inquiétez pas, chère maman, à la Schola, il y a un baume de prononciation merveilleux. D'ailleurs, des cousins que j'ai vus il n'y a pas longtemps m'ont dit que ma prononciation avait beaucoup changé, donc tout va bien, j'ai une prononciation pas trop déviante, ça va. Voilà, donc là, vraiment, il est dans une période d'incertitude par rapport à cette identité méridionale. Et puis, en fait, Séverac va peu à peu intégrer deux cercles, deux instances de socialisation très importantes qui vont lui fournir les ressources à la fois symboliques, intellectuelles, pour retourner ce stigmate et pour faire en fait de cette identité méridionale à laquelle on l'assigne, mais qui finit par endosser totalement en fait, pour en faire un emblème, pour en faire vraiment un étendard esthétique, et donc qui va essayer de travailler ensuite par la composition, puisqu'après tout c'est le cœur de sa personnalité, cette méridionalité. Donc voilà. Donc ces deux instances de socialisation, c'est d'une part la Schola Cantorum, où il y a un rapport très particulier aux méridionaux, où en fait les méridionaux sont relativement valorisés pour des raisons politiques, puisque ça s'articule en fait à une certaine idéologie réactionnaire, à une certaine nostalgie des provinces de l'Ancien Régime, voilà, ces choses-là. Et puis, par ailleurs, Séverac va intégrer très fortement des cercles de littérateurs régionalistes à Paris,
où en fait il y a une concentration très forte de réseaux, de littérateurs régionalistes. Alors ça, j'ai vraiment bénéficié d'un travail extraordinaire qui avait été fait longtemps avant de Anne-Marie Thiès, qui a vraiment montré, qui a objectivé la place des mouvements littéraires régionalistes au sein du champ littéraire parisien. Et donc, à la fin des années 1890, en fait, les mouvements littéraires régionalistes sont hyper développés au sein du champ littéraire parisien. Et donc, c'est vrai qu'en fait, en les fréquentant, trouvent auprès d'eux des ressources esthétiques pour imaginer justement comment ils pourraient convertir cette appartenance méridionale en pratique, enfin en procédé compositionnel, quoi. Voilà. Et puis, au sein de la Scola, la question régionaliste, elle se pose aussi beaucoup à travers l'usage des chansons populaires traditionnelles, avec un rapport un peu ambigu. À la fois, on considère que c'est l'émanation de certains peuples, donc d'une essence régionale voilà, très, très forte. Et puis, en même temps, on considère que c'est une sorte de dérivation du plain chant médiéval. Donc, voilà, une espèce de traitement un peu ambigu de ce truc, mais dans tous les cas, il y a une valorisation du patrimoine populaire régional et qui permet aussi à Sévrac qui fournit à Sévrac certains outils aussi pour ça. Et justement, en termes de composition musicale, et à partir de ces cercles littéraires régionalistes, est-ce que tu peux nous dire comment il a converti son attachement régional en schèmes, en procédés musicaux? Ce que va faire Sévrac, c'est qu'il va finalement puiser dans l'espace des possibles compositionnels pour bâtir ce programme esthétique régionaliste. Donc en fait, il va reprendre des procédés qui existaient déjà, mais en les mettant au service de ces objectifs de valorisation d'un patrimoine régional, d'un terroir, d'une terre, voilà, d'une culture locale. Donc ces procédés, en fait, ça va d'abord être l'usage d'un certain genre musical qu'on appelle le genre pittoresque, donc qui vise en fait à écrire des pièces qui sont censées figurer une déambulation dans un paysage. Donc pittoresque vraiment au sens pictural, hein, au départ c'est une catégorie qui apparaît plutôt dans le champ littéraire et pictural. Donc il va reprendre c'est vraiment un cadre d'écriture globale, hein, qui lui fournit vraiment un super cadre pour mettre en valeur des entités, des éléments de la culture locale, mais aussi des éléments naturels, des éléments de la faune, de la flore, du Languedoc, etc. Donc il y a tout un travail comme ça de figuration et d'esthétisation de paysages sonores. Et puis, donc la deuxième grande famille de procédés, c'est l'usage de musiques qui sont considérées comme authentiquement régionales, qui sont vraiment considérées comme propres à une région. Donc les chansons populaires au premier chef, voilà, c'est un grand dada aussi, les chansons populaires traditionnelles à l'époque, pour tout un tas de folkloristes, avec lesquels Sévrac est très ami d'ailleurs. Donc on est vraiment en pleine période de recueil de chants populaires dans les campagnes. Alors, ça remonte déjà à quelques dizaines d'années, hein, mais voilà, l'intérêt pour les chansons populaires traditionnelles est encore très fort, et donc il va beaucoup s'appuyer sur ces matériaux-là, là aussi, pas pour les reprendre tels quels, hein, évidemment, pour les sublimer, pour les esthétiser, pour les mettre en forme dans des œuvres de musique savante. Voilà, et puis il y a aussi, alors peut-être pas trop au début des années 1900, mais plutôt vers la fin des années 1900, aussi certaines tentatives d'imiter certains instruments locaux, enfin pareil, d'esthétiser les sonorités de certains instruments qu'on peut trouver dans telle ou telle région et qui sont censés être typiques de telle culture musicale locale. Alors il y a un autre groupe qui s'appelle les Apaches. Est-ce que tu peux nous dire qui ils sont, quelles sont les valeurs de ce groupe et en quoi est-ce qu'elles pouvaient entrer en contradiction avec les valeurs qui étaient enseignées à la Schola Cantorum? Tout à fait. Alors, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'était tout l'intérêt d'examiner la trajectoire de Sévrac, c'est justement de voir cette co-fréquentation des deux sous-espaces avant-gardistes au même moment, donc dans les années 1900. Alors, évidemment, sa porte d'entrée, c'est quand même la Scola, donc il commence par être socialisé à la Scola, voilà. Mais donc entre 1896 et puis au début des années 1900, il est quand même très, très présent à la Scola. Et puis à partir de 1902, il va commencer à fréquenter un petit groupe alors, il y a des musiciens, mais aussi un peu des poètes, voilà, mais c'est quand même très centré autour de la musique.
un petit groupe de jeunes gens qui se réunissent autour d'une admiration commune pour Pélès et Mélisande, qui est donc l'opéra un peu phare de Debussy. Et donc c'est un petit groupe d'artistes qui va se réunir toutes les semaines chez un tel ou un tel. Et donc voilà, les réunions des Apaches, c'est des réunions qui sont centrées sur les dernières productions de chaque membre, où chacun vient montrer ce qu'il a fait dernièrement, et il reçoit les commentaires des autres, etc. Et en fait, dans ce groupe, on retrouve un certain nombre d'anciens élèves de la classe de composition de Fauré, alors qui est un peu une classe de composition, c'est assez amusant en fait, historiquement, il y a une espèce de coïncidence incroyable, puisque Fauré reprend une classe de composition au Conservatoire de Paris en 1896, exactement la même année que l'ouverture de la Schola Cantorum, donc il y a vraiment une espèce de simultanéité voilà, de ces deux classes de composition qui sont un peu les deux matrices en fait des deux sous-espaces de l'avant-garde et qui existent, qui sont créés au même moment, quoi. Et donc en fait, bon, pour le dire vite, sans rentrer trop dans les détails, mais Fauré a une trajectoire assez particulière. Il n'est pas lui-même issu du Conservatoire de Paris, donc il a des dispositions un peu hétérodoxes, et en fait il introduit de l'hétérodoxie au cœur même du Conservatoire de Paris, qui jusque-là était quand même voilà, qui se reproduisait beaucoup, avec des profs de composition qui étaient eux-mêmes passés par le conservatoire, par l'académie, etc. Et Fauré, pour la première fois, est une figure qui jure un peu avec le profil habituel des autres profs. Voilà. Et donc, en fait, sa classe va être le lieu de certaines valeurs esthétiques, enfin de la culture de certaines valeurs esthétiques qui ne sont pas forcément propres au Conservatoire de Paris. Bon, je le dis très rapidement. Et en fait, donc dans ce groupe des Apaches, on va voir la présence de plusieurs anciens élèves de la classe de Fauré, donc par exemple Maurice Ravel, Florent Schmitt, Émile Villermoz, Paul Ladmirault, enfin voilà, tout un ensemble de personnalités. Et donc qui cultivent certaines logiques qui sont relativement opposées à celles de la Schola, et puis qui, à partir de l'existence de ces réunions, en fait, vont s'encourager mutuellement et vont vraiment cultiver ces logiques pour mener en fait une lutte esthétique au sein de l'avant-garde. Et donc c'est une lutte esthétique qui va être menée notamment par article de critique musicale interposée, qui va durer en gros de 1902 jusqu'à la fin des années 1900, et puis qui aboutira en fait en 1910 à la création de la Société musicale indépendante, qui se place en concurrente directe de la Société nationale, qui était encore dirigée par d'Indy. Voilà. Pour brosser le tableau un peu à grands traits. Et donc, quelles sont les logiques qui sont cultivées par les Apaches ? Donc en fait, il y a deux logiques en particulier qu'on peut dégager à travers les écrits de critique musicale, et puis là encore la correspondance des Apaches, et qui vont s'opposer terme à terme aux logiques de la Schola. Donc ces logiques, c'est d'une part la logique de l'innovation. Donc les Apaches s'inscrivent vraiment dans une démarche esthétique qui est fondée sur la rupture radicale, sur le dépassement perpétuel, donc avec l'idée que quand on compose, il faut quand même essayer de faire des coups de force, on est dans un truc de dépassement héroïque, voilà, et puis la recherche de nouveautés coûte que coûte. Donc il y a vraiment cette logique de l'innovation, cette logique moderniste en fait, qui est très très présente, et donc qui s'oppose évidemment au traditionnalisme de la Schola, puisque d'Indy défendait quand même beaucoup plus l'idée d'une continuité. Alors il n'était pas contre forcément le progrès, mais en tout cas il défendait l'idée d'une lente continuité, et l'idée que chaque production devait vraiment s'arrimer fermement à ce qui avait été produit juste avant. Voilà. Donc ça, c'est la première logique de l'innovation. Et puis il y a une deuxième logique très forte qui est une logique hédoniste, et donc là qui va là aussi renverser en fait toutes les catégories de perception, d'appréciation et de valorisation des œuvres musicales de la Schola. Et donc il va s'opposer en fait très fortement à l'ascétisme promu par Vincent d'Indy. Donc on va voir se développer dans les critiques musicales des Apaches tout un ensemble d'oppositions binaires. Donc ça va être les émotions contre la raison, ça va être le corps contre l'esprit, le chaud contre le froid, etc. Voilà, toute une déclinaison d'oppositions binaires comme ça, qui va viser à disqualifier en fait l'ascétisme de la Schola et à valoriser une conception de la création musicale centrée sur le plaisir corporel, sur la perception immédiate, voilà, sur les sensations, les émotions ressenties via la perception musicale.
Et donc qui s'oppose évidemment au rapport très intellectualiste et très analytique qui était promu par Vincent d'Indy. Du coup, comment est-ce que ça a recomposé son esthétique régionaliste ? C'est là que c'était assez intéressant à observer. Ce qu'on peut voir, c'est que Séverac ne va pas s'approprier en bloc toute la culture des Apaches, mais il va opérer il va sélectionner. Alors évidemment, il le fait pas de façon très consciente comme ça en disant là je vais prendre telle logique. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'est pas spécialement séduit par la logique de l'innovation. Il reste quand même dans un paradigme très évolutionniste, très traditionnaliste. Par contre, il y a une logique qui le séduit énormément, c'est la logique hédoniste, avec la recherche, et une logique hédoniste qui est notamment centrée sur la recherche harmonique, donc la recherche soit de nouveaux accords, soit de progression harmonique un petit peu originale, un petit peu savoureuse. Et puis aussi la recherche sur le plan du timbre, donc avec la recherche de nouvelles manières d'écrire, par exemple pour le piano, en essayant de trouver des sonorités inédites. Voilà. Et donc Séverac va s'approprier en fait tout un ensemble de pratiques harmoniques et timbriques des Apaches qui sont arrimées à cette logique hédoniste, et lui-même va les intégrer ou les incorporer à son programme esthétique régionaliste. Voilà, donc tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, là, c'est-à-dire la célébration de certains terroirs par la figuration musicale de paysages sonores, Séverac va adjoindre à ce cadre de composition des recherches harmoniques, des recherches sur le timbre, qui sont très clairement issues en droite ligne des pratiques qui caractérisent les réunions des Apaches. Voilà. Et qui sont elles-mêmes, qui se réclament de l'œuvre de Debussy. Dans ton livre, tu analyses un tournant dans sa vie qui serait lié, enfin, en tout cas, qui apparaît au moment de ses études à la Scola et de son départ à Paris. Est-ce que tu peux nous préciser comment on peut voir se forger en fait sa critique du monde parisien, tant au niveau politique qu'esthétique ? Alors ça, c'est un point qui m'a un peu interrogé en fait au premier abord, puisque en fait, on peut se demander pourquoi Séverac décide de quitter Paris à partir des années 1906-1907, alors même qu'il semblait si bien inséré au sein de l'avant-garde. Il avait déjà obtenu quand même pas mal de reconnaissance de ses pairs. Il est membre de la Société nationale de musique, il fait partie à la fois des Apaches et de la Schola Cantorum. Bon voilà, il est quand même il est présent, il est reconnu. Et donc moi, c'était un peu un motif de curiosité pour moi d'essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi il bifurque et il décide de quitter Paris. Pas avec fracas en fait, hein, progressivement. Voilà, il décide de retourner vivre dans le Languedoc et puis plus tard en Catalogne. Et en fait, on peut avancer plusieurs explications. Enfin, c'est vraiment un enchevêtrement de plusieurs processus et de plusieurs explications. Alors, il y a une première explication que je ne vais peut-être pas trop développer, mais qui est celle selon laquelle on peut relier en fait ce départ de Paris à des dispositions de classe et puis aussi à une certaine position de Séverac dans le cycle de vie. Donc en gros, c'est l'idée qu'il supporte de plus en plus mal la précarité qui est la sienne à Paris, la précarité économique qui est la sienne à Paris, enfin relative à la précarité économique, en tout cas qu'il ne le satisfait pas. Et donc il décide de retourner vivre dans le sud pour réadopter, comme son père l'avait fait en fait, hein, il y a une reproduction de la trajectoire paternelle assez incroyable, donc pour retrouver une condition de notable provincial comme son père, et donc pour pouvoir vraiment pratiquer la composition, enfin pour pouvoir vivre pour la composition plutôt que de vivre de la composition. Et puis, donc ça, c'est la première raison, donc des dispositions de classe aristocratique qui pèsent assez fortement plus il avance dans le cycle de vie. Et puis, les autres explications, alors là, c'est des explications que Séverac donne lui-même et qu'on peut trouver dans un grand texte, enfin un grand texte en volume en tout cas, de Séverac, qui est donc sa thèse de fin d'études à la Schola Cantorum. Donc, il s'intitule la centralisation et les chapelles musicales. Je crois que c'est ça dans cet ordre-là. Et donc, c'est un texte où Séverac en fait propose une sorte d'analyse réflexive de l'espace de la création musicale savante et où il objective en fait sa position
et où il objective surtout son propre regard sur le reste de l'espace et de la production musicale savante. Et donc, en fait, à la lecture de ce texte, on comprend que Séverac est extrêmement frustré parce que son programme esthétique régionaliste n'a pas réussi à exister comme il aurait voulu qu'il existe et n'a pas réussi à s'imposer comme un programme esthétique crédible au sein de l'avant-garde. Et surtout, son programme esthétique est relativement invisibilisé par le conflit de plus en plus acéré en fait, entre les scolistes, donc les membres de la Schola Cantorum, et puis les Apaches, donc en gros ceux qui se réclament de Debussy. Donc il y a vraiment une intensification de la lutte symbolique par critique musicale interposée hein, dans les années 1904, 1905, 1906. Et donc Séverac écrit sa thèse en 1907 et en fait on comprend qu'il en peut plus quoi. Son esthétique régionaliste, elle n'existe pas vraiment. Et donc c'est un peu tout ce qu'il regrette dans ce texte, dans cette thèse de fin d'études où il dit voilà, en gros. Personne prend au sérieux cette esthétique régionaliste. Même à la Société nationale de musique, il n'y a aucune initiative dans ce sens-là. Bon, voilà, je suis tout seul, je m'en vais, je me décentralise moi-même, comme il dit. Et puis c'est une manière d'être aussi fidèle à soi-même pour lui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il se justifie sa démarche. Voilà. Et puis on se rend compte aussi que, et c'est vraiment ce qui fait aussi la valeur de ce texte, que toute cette esthétique, ce programme esthétique régionaliste, il est en fait fortement arrimé aussi à des croyances politiques. Et il est fortement arrimé en fait à un rejet très fort alors à la fois des institutions républicaines, avec une critique extrêmement puissante des conservatoires, avec l'idée que les conservatoires, le réseau, le maillage des conservatoires sur le territoire français uniformiserait la pensée musicale des différents terroirs et donc empêcherait les individus de différentes régions de se développer dans leur race, comme il dit, parce qu'évidemment la pensée régionaliste est vraiment une pensée raciale très forte. Et donc une critique des institutions républicaines, mais qui est vraiment une critique pour le coup réactionnaire, voilà, arrimée aussi à son royalisme et son légitimisme. Et puis une critique du monde parisien, plus généralement, et une critique des salons parisiens, une critique très forte des salons parisiens, et notamment des grandes bourgeoises qui tiennent salon. Voilà, où c'est vrai que critique en fait la propension des bourgeoises, des grandes bourgeoises qui tiennent salon à réclamer des nouveautés arbitraires toutes les semaines aux différents compositeurs et donc à pas du tout, à servir leur propre intérêt avant tout et à pas du tout encourager le développement de singularités locales ou régionales, à pas du tout respecter les tempéraments propres de tel ou tel compositeur. Voilà, donc il y a un peu cette critique politique globale en fait qui est là, hein, qui est en fond et puis sur laquelle se construit sa pensée régionaliste. Voilà, et donc pour toutes ces raisons politique, esthétique, aussi raisons qui concernent son style de vie et sa condition aristocratique, qui font qu'à partir des années 1906-1907, il quitte Paris, puis il va s'installer dans le Midi. Et peut-être une dernière chose aussi pour bien comprendre ce rejet, enfin sa frustration, c'est les négociations en fait constamment avortées, qui ont constamment échoué en fait pour faire représenter son opéra Le Cœur du Moulin, donc qui est censé être un peu l'œuvre étendard de son programme esthétique régionaliste. Et il a plein d'espoir. À chaque fois, le directeur de l'Opéra Comique, Albert Carré, lui dit « Oui, ça va se faire, ça va se faire ». Et puis en fait, ça se fait jamais. Et donc au bout d'un moment, il n'en peut plus. Et il retourne vivre dans le Sud. Une fois qu'il est dans le Sud, comment se passe son rapport à la pratique de la composition ? Quelle est sa pratique justement de la composition ? Comment s'exprime aussi son appartenance régionale dans ses œuvres ? Ce qu'on observe en fait, à partir du moment où Séverac regagne le Midi, donc d'abord il retourne vivre chez lui à Saint-Félix avec sa famille, et puis à partir de 1909-1910, il va vivre à Céret, donc une petite commune en Catalogne française. Et donc ce qu'on observe, c'est que Séverac va étirer en fait son identification méridionale, il va verser dans une sorte de on pourrait appeler ça une sorte de pan-méridionalité. Voilà, où il a considéré qu'en gros, plus on descend au sud et plus on est au cœur de l'esprit méridional, plus on est authentique. Voilà.
Et donc, il va avoir une sorte de coup de foudre en fait pour la Catalogne française et pour ses traditions locales, sa musique locale, ses classes populaires locales. Enfin voilà, il est complètement fou de cette nouvelle localité qu'il découvre. Et puis même, il se réinvente une sorte d'origine catalane dans sa correspondance en disant je suis né pas très loin quand même, je suis presque catalan, etc. Donc dans ses œuvres de la fin des années 1900, en fait, il va chercher à célébrer cette nouvelle région encore plus méridionale que le Languedoc, qu'est la Catalogne. Et alors ça va se traduire par plusieurs choses. Ça va se traduire notamment par la mise à l'honneur de certains instruments et de certaines musiques qui sont étiquetées comme typiques de la Catalogne, notamment une danse qui a déjà été en fait patrimonialisée par les érudits et par les musicologues locaux, donc qui a déjà été archi-codifiée, formalisée par l'inventaire savant, mais bon, il va se la réapproprier en se la représentant comme une pratique très populaire. Et donc, il va essayer de se réapproprier, d'esthétiser cette danse qu'est la sardane, qui est une danse propre à la Catalogne et qui est jouée par un ensemble instrumental qu'on appelle la cobla, qui est composé, alors c'est une formation variable, hein, c'est entre 4 et 12 ou 16 instrumentistes, ça dépend. Et donc, il va essayer, notamment dans ses œuvres pianistiques, de se réapproprier la sonorité particulière de la cobla, en essayant de faire sonner certaines mélodies de façon particulière avec des quintes et des octaves pour que ça sonne un peu faux en fait au piano, pour qu'on retrouve un peu la sève, l'acidité des instruments typiques de la cobla, qui sont pas forcément tempérés comme on dit, donc qui n'ont pas encore forcément des mécanismes modernes et donc qui ont des intervalles qui peuvent sonner dissonants pour des oreilles déjà imprégnées du système tonal tempéré. Donc il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi une tendance très nette, alors ça j'en parlais un petit peu tout à l'heure en introduction, mais à essayer de faire dialoguer beaucoup plus intensément la pratique de la composition et la pratique de l'improvisation. Et donc en essayant de réinjecter des procédés qui visent à figurer l'incertitude, le tâtonnement de l'improvisateur, alors qui sont aussi des figurations du tâtonnement de la déambulation dans un paysage catalan, etc. Mais voilà, un ensemble de procédés qui va vraiment travailler de façon très nette à partir de cette période-là. Donc c'est à la fois des schèmes d'ornementation, donc des petites appoggiatures qui vont consteller les lignes mélodiques, alors qui renvoient à la spontanéité des pratiques vocales populaires, telles que Séverac les imagine. Et puis aussi des procédés plus formels où on va voir entre les différentes sections de ces pièces des pauses, des silences, des manières de figurer un peu l'arrêt, l'hésitation de l'improvisateur, des choses comme ça. Donc il y a vraiment cet aspect qui est très net à la fin des années 1900. Et puis un truc aussi qui est assez frappant, qui est un effort pour mettre des intentions comiques dans ces pièces, pour vraiment insérer des séquences humoristiques en fait dans certaines pièces. Alors là c'est vraiment une interprétation, hein, donc c'est des hypothèses que je fais parce que Séverac est vraiment pas du tout, on ne donne pas du tout de détails sur ces aspects-là, par exemple dans ses écrits, mais en fait on peut interpréter quand même ce goût de l'humour, alors qui est souvent un humour assez potache, qui vise à rire des corps maladroits, malhabiles. Où, par exemple, dans une pièce, il y a un épisode qui vise à figurer l'irruption dans un paysage sonore de carabineros qui sont un peu sous, des trucs comme ça. Et en fait, on peut vraiment voir un style d'humour particulier qui s'inscrit aussi dans toutes ses représentations des classes populaires locales, de la ruralité, un humour bon enfant, potache, qui s'applique à des objets un peu... Comme dit, alors je crois que c'est pour renvoyer au travail de Laure Flandrin, je crois que c'est qui renvoie vraiment à l'idée de suspension des automatismes pratiques. Hein, on est vraiment dans ce registre-là. Et du coup, ce travail d'esthétisation de cet humour un peu potache, un peu bon enfant, qui renvoie en fait au bas matériel et corporel, pour reprendre le terme de Bakhtin, c'est vraiment une forme d'humour travaillée par la composition qui se distingue très fortement d'autres formes d'humour qu'on peut observer par ailleurs au sein du champ musical à la même époque, et qui ne renvoie pas du tout à cette esthétique régionaliste. Donc, je ne sais pas si on pense à des pièces de Satie, par exemple, où c'est un humour grinçant, ironique, au 4e degré, qui n'a absolument rien à voir avec
ce style d'humour, quoi. On va entamer le dernier épisode finalement et dernier tournant de la vie de Déodat de Séverac. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur son expérience de la Grande Guerre, mais aussi quels en ont été les effets sur son travail, puisque tu évoques donc, une fois qu'on a détaillé cette genèse finalement et ces transformations du régionalisme, un retour vers une esthétique nationale, provoquée presque, ou retrouvée, ou trouvée plutôt, par cette expérience un peu totale de la guerre. Oui, alors comme beaucoup de ses contemporains, c'est vrai qu'elle est totalement saisie, sidérée par la déclaration de guerre. Donc, tout de suite, Séverac manifeste des dispositions patriotiques très très fortes. Donc il joue un peu la carte de l'héroïsme viril en disant « Ah, moi aussi je vais contribuer au conflit ». Donc il cherche par tous les moyens à s'engager militairement d'abord. Alors, il avait été classé non mobilisable pour des raisons de santé, mais il va quand même contourner le truc, il va trouver une astuce administrative pour quand même être engagé dans un régiment de poilus. Alors, il va se trouver que la fréquentation des poilus, des simples poilus, il ne va pas la supporter très longtemps. Et donc, il va vite chercher finalement à se faire muter à un autre poste, donc un poste de vaguemestre. En gros, c'est le gradé qui trie et qui distribue le courrier aux poilus. Voilà. Donc un truc beaucoup plus conforme à ces dispositions lettrées et aristocratiques. Et puis, de plus en plus, pendant la guerre, il va se persuader que la façon dont il voudrait contribuer en fait, au conflit, c'est sur le plan symbolique. Et ce qu'il a de mieux à apporter à la France en tant que membre de la nation, c'est de composer des œuvres qui magnifient en fait l'identité française. Voilà. Donc, en tant qu'aristocrate, évidemment, il se sent complètement digne de représenter la France. Et voilà, il a toujours été socialisé à cette idée que, il avait son mot à dire en ce qui concerne la représentation de la France. Même politiquement, il avait des responsabilités locales, etc. Voilà, donc pendant la guerre, il va pas tellement pouvoir composer vraiment parce qu'il a des activités militaires, enfin de vaguemestre qui l'occupent beaucoup, et donc il va pas tellement avoir le temps. Mais voilà, il mûrit son projet pendant la guerre, et en fait, à la sortie de la guerre, il se met à composer frénétiquement pour répondre un peu à toute cette réflexion esthétique qui avait eu le temps de mûrir pendant les 4 années de mobilisation. Et en fait, on va assister à une reconfiguration de son programme régionaliste initial, enfin d'avant-guerre, au sens où il va finalement considérer que le cœur de la francité, voilà, ce qui fonde véritablement l'identité française, c'est la culture latine. Voilà, pour lui, c'est vraiment ça, c'est les racines gréco-romaines de la France, du Midi. Donc vraiment, ce qui fonde la France, c'est la culture latine. Donc, lui, en tant que méridional, c'est-à-dire en tant qu'héritier tout désigné de cette culture gréco-romaine, cette culture latine, voilà, il se doit en fait de contribuer à cette lutte symbolique, à cette guerre symbolique par la composition. Et donc, ce qui est hyper intéressant, là, pour le coup, c'est qu'on a des textes, et notamment de la correspondance, où Séverac dévoile en fait le processus de réflexivité dans lequel il est pris vis-à-vis de sa propre manière de composer. Et on s'aperçoit en fait qu'il va faire tout un effort pour expulser de soi toutes les manières de composer qu'il imagine reliées de plus ou moins près au monde germanique et à l'Allemagne. Et donc, alors il n'est pas le seul, en fait, évidemment il s'inspire de tout un ensemble de manières de penser et de réflexions esthétiques d'autres régions du champ musical. Mais en fait, il va s'efforcer de rejeter complètement certains procédés formels, et notamment le procédé du développement, voilà, qui était vraiment un procédé hégémonique, notamment quand il étudiait sous la direction de Vincent d'Indy. Donc l'idée que dans des compositions, on doit développer certains thèmes, on doit faire dériver des thèmes, on doit apporter tout un tas de manipulation d'écriture pour que l'œuvre ait une cohérence à grande échelle, et donc on doit avoir une circulation des thèmes dans l'œuvre, etc. Bon, tous ces trucs-là, il décide que c'est vraiment des procédés d'Allemand, de Bosch, parce qu'il est archi-xénophobe pendant et après la guerre. Donc tout ça, c'est pas la France.
Et donc à la sortie de la guerre, la France, c'est quoi? C'est des œuvres musicales courtes qui doivent respecter les principes de clarté, d'élégance, de raffinement. Et donc surtout pas des œuvres trop longues. Alors ça non, parce que ça c'est la lourdeur germanique, ça on n'en veut plus. Donc des œuvres courtes, claires et épurées. Voilà. Par opposition à la complication, à la lourdeur allemande, germanique. Donc un rejet des formes longues et du principe de développement. Et puis, conjointement, il y a aussi toute une réflexion sur disons, l'usage du paramètre harmonique, où finalement, après la guerre, il va considérer que c'était plutôt bon, c'était pas forcément hyper intéressant de travailler sur ce paramètre-là, et que c'était plutôt un truc qui était issu d'une guéguerre d'école entre chapelles françaises qui a plus aucun intérêt pour lui après la guerre. Et donc il décide plutôt de travailler sur le paramètre rythmique en mettant à l'honneur des rythmes de danse différentes qui seraient propres à différentes régions, etc. Et donc vraiment après la guerre, il joue en fait le rythme contre l'harmonie, avec cette idée que le rythme permet beaucoup plus de travailler l'identité française en fait par la musique que l'harmonie, quoi. Voilà, donc vraiment tout un travail, bon là aussi, hein, qui est vraiment très très fortement arrimé à des dimensions politiques très très fortes. Ça se voit beaucoup plus évidemment à ce moment-là qu'auparavant. Mais donc tout un travail de reconfiguration et de recomposition de son esthétique, donc à la lumière de ce nationalisme virulent. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop développé, mais évidemment, il s'inspire de toute une tendance en fait qu'on observe au sein du champ musical. Il s'appuie énormément sur d'autres réflexions, d'autres pratiques qu'il observe, et donc avec d'autres compositeurs avec lesquels il échange aussi pour parvenir à ces procédés-là, quoi. Il est démobilisé en 1919. Ensuite, il était déjà malade en fait pendant la guerre, mais donc ça va s'aggraver à la fin de l'année 1920. Et puis en 1921, il est dans trop mauvais état pour écrire, donc il compose plus. Donc oui, c'est très court en fait. On est arrivé évidemment à la fin de la vie de Séverac et à la fin du livre. Et je te remercie pour toutes ces questions, et j'ouvre un peu l'échange. Et ben, merci beaucoup. Tu as expliqué que tu avais choisi Déodat Séverac parce qu'il y avait des archives, que ses lettres avaient été éditées, etc., sa correspondance, et que c'était plus facile de reconstruire les dispositions des morts. Non, du coup, je me demandais aussi s'il y avait un aspect que là, c'est quand même un aristocrate qui écrit à sa famille en détail. Il est aussi dans une école de musique qui a l'air très analytique et où il explicite beaucoup son projet, et il a l'air lui-même d'écrire sur sa musique en étant très réflexif. Donc du coup, je me demandais aussi si ce travail de reconstruction que tu as fait, il aurait été possible avec tous les types de compositeurs, ou est-ce que là, ça aide le sociologue d'être situé à un point de l'espace social où les acteurs sont eux-mêmes très réflexifs et ont beaucoup écrit sur eux-mêmes et leur musique, voilà. Ouais, merci beaucoup pour cette question. En fait, je dirais qu'il est plus ou moins, il explicite plus ou moins ce qu'il fait en fait selon les moments de sa trajectoire. Et ce qui est sûr, c'est que dans la période scholiste où il étudiait à la Schola Cantorum, en fait, et ça c'est un truc sur lequel j'ai pas trop insisté tout à l'heure, mais c'est vraiment important aussi, il écrit à des gens qui sont complètement extérieurs au champ musical. Et c'est vrai que du coup, il y a vraiment un effort d'explicitation incroyable dans ses lettres, non seulement sur ce qu'il compose, mais aussi d'explicitation de ses stratégies au sein du champ musical, de ses stratégies de présentation de soi dans les salons, où il dit, voilà, là je pense que dans ce salon-là, je vais peut-être pas trop exhiber ma musique, ce sera pas bien vu, mais dans ceux-là, je vais plutôt le faire et tout. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi des explicitations de certaines frustrations vis-à-vis de ses pairs qui est pas du tout possible, qui serait pas possible d'exprimer pour lui auprès de ses pairs directement, quoi. Enfin, voilà. Donc du coup, il y a aussi cette position de sa famille vis-à-vis du champ musical qui permet beaucoup d'explicitation, en tout cas dans la période scholiste. Et après, il y a aussi
des périodes où c'est un peu plus compliqué, notamment la fin des années 1900, le début des années 1910, où il est aussi dans une espèce de posture, enfin il a endossé en fait la posture anti-intellectualiste des Apaches, avec l'idée que une perception correcte et légitime des œuvres, c'est une perception directe, et donc le discours sur la musique, c'est pas forcément un truc très intéressant et très important. Et là, en fait, il devient beaucoup plus discret sur ce qu'il fait, sur ce qu'il pense de ce qu'il fait. Et donc on a un peu les deux configurations en fait au fil de sa trajectoire, et je me suis beaucoup plus appuyé sur des témoignages en fait pour décrire sa pratique justement à la fin des années 1900, puisque lui-même n'est pas très loquace à ce moment-là. Moi, j'aurais quelques questions si je peux. Donc merci déjà pour cette présentation qui était très intéressante. J'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre, mais j'espère pouvoir le faire bientôt. La première question qui m'était venue en tête, c'est tu as bien expliqué comment est-ce que le fait de transiter entre ces deux univers un peu paradoxaux et opposés, par exemple des Apaches et de la Schola Cantorum, a eu un impact sur la création musicale. Donc comment est-ce qu'elle a synthétisé ces différentes logiques dans sa musique. Et je voulais savoir, simplement en termes de réseau de socialisation, comment est-ce que ça se faisait auprès des membres de ces deux groupes? Est-ce qu'il l'acceptait plutôt bien, ou est-ce que lui-même, il devait engager des stratégies relativement différentes pour un groupe et pour l'autre? Et comment est-ce que lui, il réfléchissait à ce transit d'un groupe à l'autre? Oui, très bonne question. En fait, c'est un peu plus compliqué de reconstituer les modalités concrètes à la fois d'insertion dans le réseau de sociabilité des Apaches, et puis de modalités de socialisation et d'appropriation concrète, parce que il rend beaucoup moins compte en fait de ces sociabilités amicales et dans des trucs informels comme ça à sa famille, qu'il ne rendait compte de son expérience au sein de la Schola. Donc en fait, on a assez peu de choses qui pourraient nous permettre de documenter ce type de questionnement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il est introduit au sein il y a une figure en fait qui fait la médiation entre Séverac et les Apaches, très importante, qui est le pianiste Ricardo Viñes, qui se trouvait être à la fois un des meilleurs amis de Séverac et un des meilleurs amis de Maurice Ravel, et qui était lui-même un participant régulier aux réunions des Apaches. Donc voilà, et en fait, une des hypothèses moi que j'avais, c'était que Séverac avait été conduit à participer aux réunions des Apaches parce qu'il avait lui-même il avait eu des expériences de sociabilité étudiante à Toulouse, ce qui n'était pas forcément le cas des autres membres de la Schola Cantorum. Et donc il avait cette culture je sais pas si on peut le dire comme ça, cette culture de la sociabilité étudiante de café en fait, ce qui n'était pas forcément le cas des autres membres de la Schola. Et donc ça, je pense que c'est ce qui a permis aussi son insertion heureuse au sein du groupe des Apaches, qui repose sur les vannes réciproques, les blagues sur tel ou tel membre, etc. Et donc lui était très à l'aise dans ce truc-là. Et ça, on peut le voir un petit peu dans la correspondance. On voit un peu les types de liens, les types de relations qu'il entretient avec les Apaches, avec beaucoup de complicité, beaucoup de... Et est-ce que, juste pour compléter, donc ces deux groupes-là, est-ce qu'ils étaient ouvertement, pour le coup, opposés? Est-ce qu'ils s'adressaient directement des critiques les uns envers les autres? Oui, tout à fait. Et alors oui, pour répondre un peu mieux à ta question, il est complètement accepté par les deux pôles, justement, de l'avant-garde. Enfin, il ne pose pas de problème, en fait, ni à un pôle ni à l'autre. Parce qu'il arrive dans une certaine mesure à satisfaire les exigences dispositionnelles, on pourrait dire, de chacun des groupes à sa façon. Et puis, je pense aussi que jusqu'à un certain moment, il n'est pas vu comme en tout cas, là je parle plutôt pour le groupe des Apaches, il n'est pas vu comme un concurrent direct, par exemple par Ravel, en tout cas jusqu'à un certain moment. Et voilà. Et puis ensuite, à partir de la fin des années 1900, les relations vont se détériorer, et Ravel va commencer à témoigner un peu de jalousie par rapport à Séverac. Enfin, voilà. Mais non, en tout cas, jusqu'aux années 1905-1906, vraiment, ça se passe très bien, quoi. Il est très bien inséré dans les deux réseaux. Merci beaucoup. Je trouve vraiment super intéressante toute cette réflexion sur la méridionalité. Et je me demandais si, dans le contexte de la Troisième République, la question algérienne apparaît dans certains documents autour de cette réflexion sur la latinité, la méridionalité, peut-être la Méditerranée. Il y a un document dans lequel Séverac en fait fait une demande donc il était fasciné par les chansons populaires traditionnelles, et donc il a lui-même fait des collectes à différents endroits, notamment dans les Pyrénées, en Catalogne, etc.
Et il y a un document où Sévrac aurait fait une demande auprès alors je ne sais plus quelle institution, je ne sais plus quel ministère, mais il aurait fait une demande pour, en gros, pour être soutenu par le ministère pour aller collecter des chants en Kabylie. Et alors, c'est le seul truc où voilà, cette question apparaît, mais visiblement, il y avait peut-être dans son esprit une espèce de représentation d'une continuité en fait culturelle, naturelle aussi, parce que les deux sont toujours liés, voilà, autour de la Méditerranée. Donc voilà, c'est le seul élément qu'on a, mais effectivement, c'était peut-être sans doute dans son esprit, quoi. Mais bon, après, dans les autres réseaux dans lesquels il est inséré, c'est pas. Je pense notamment aux membres du Félibrige ou ces choses-là. Ça reste quand même très centré sur la Provence et sur le Languedoc et sur le Midi français, quoi. Mais Il croise pas la trajectoire de Jules Rouanet? non, pas à ma connaissance. J'ai trouvé passionnant dans le livre, effectivement, cet usage de tous ces échanges épistolaires. Et tu as beaucoup parlé d'épisodes forts d'échanges avec sa mère, et un peu moins, peut-être, moi, ce qui m'a aussi impressionné, avec une de ses sœurs plutôt que d'autres, éventuellement. Oui. Et voilà, je voulais voir, peut-être pour juste compléter, si tu pouvais y revenir, est-ce qu'il y a d'autres échanges, peut-être inexplorés, mais tu viens de dire qu'il y avait peut-être moins de données sur ses amis, mais quelles étaient d'autres relations intimes qui ont peut-être influencé un peu ou auxquelles tu as eu accès, voilà. Alors, évidemment, il y a des lacunes et des trous terribles dans la documentation, puisque par exemple, donc il a une femme, il est marié donc avec j'ai oublié son nom, Henriette Tardieu, donc en 1906 ou 1907. Et on a juste 2 ou 3 lettres pendant la guerre, mais sinon on n'a quasiment rien des échanges entre Sévrac et Henriette Tardieu. Enfin, qui deviendra Henriette Sévrac, de Sévrac, à partir de 1913. Donc voilà, il y a certains gros manques comme ça. Alors par contre, c'est vrai que j'ai peut-être pas beaucoup insisté dessus, mais l'interlocutrice en fait phare de toute sa vie, c'est vraiment sa grande sœur Alix de Sévrac, qui, comme dans plein de configurations familiales de l'époque, est vraiment une seconde mère, et donc toute sa vie, elle va pourvoir à ses besoins les plus intimes et les plus prosaïques, depuis les dessins qui vont servir d'illustration aux couvertures de ses partitions, puisque c'était elle-même une artiste très compétente, jusqu'à l'envoi de mets alimentaires quand il est à Paris. Voilà, il lui demande de lui expédier des produits alimentaires locaux. Enfin voilà, donc elle est vraiment en soutien constant, et évidemment il y a une dimension genrée incroyable dans la construction de la carrière de Sévrac, à l'intérieur de sa sphère familiale, hein. Il est vraiment soutenu par sa mère et par ses sœurs toute sa vie, et notamment donc sa grande sœur Alix, qui est vraiment un soutien constant, quoi. Voilà, mais je sais pas si tu pensais peut-être à d'autres figures. C'était pas par rapport au livre, mais effectivement sur la sœur Alix, qui a l'air d'être aussi une interlocutrice sur son travail lui-même. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant dans sa participation, effectivement. Oui, tout à fait. De dessinatrice aussi. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment... Ouais, c'est le type de contribution qui montre... Enfin, ça fait forcément penser au monde de l'art de Becker, hein, qui montre à quel point, en fait, même des pratiques comme ça qui sont archi-individualisées, en fait, sont tributaires de tout un ensemble d'opérations invisibles qui sont réalisées par des acteurs dont on n'a même pas conscience, et dont lui-même a sans doute pas vraiment conscience, en fait, hein. Il se dit pas tout ce qu'il doit à sa sœur, je pense, quand il compose, mais enfin, ouais, voilà. Alors, moi, je voulais poser une question notamment sur la question des procédés compositionnels ou des logiques compositionnelles qu'il a intégrées peut-être à la Schola. J'ai un peu de mal à concevoir comment est-ce qu'on pourrait, au sein d'une même école qui se veut cohérente, cette envie d'exigence formelle et cette pensée de tradition, et en même temps une écriture qui évoque l'improvisation et qui évoque éventuellement des... Ça, c'est pour plus tard, peut-être ? Oui. Ok. Et la notion de régionalisme avec ces histoires de déambulation, est-ce que ça, c'est
pour plus tard aussi? Parce qu'au sein d'une même période, comment est-ce qu'on pourrait justifier des déambulations où là, en termes de formalisme ou en termes de forme musicale, on a une sorte de liberté parce qu'on se promène. Comment est-ce que ça se justifie au sein d'une école qui, elle, se veut donc formelle jusqu'au bout? La première œuvre vraiment régionaliste, en tout cas qu'il place lui-même sous la bannière du régionalisme, c'est donc une suite pour piano qui s'intitule Le Chant de la Terre, et là, pour le coup, qui est composée en pleine période scholiste, donc entre 1899 et 1900, et qui s'inscrit déjà en fait dans ce registre pittoresque. Et d'ailleurs, il reprend comme modèle vraiment très explicitement une suite pour piano de d'Indy qui s'intitulait j'ai oublié le titre, mais bon, c'était en gros le Chant des montagnes ou un truc comme ça. Et dans cette œuvre-là, en fait, on n'a pas encore du tout ce dialogue très fort entre improvisation et composition. On n'a pas du tout ces stratégies formelles qui visent à figurer l'incertitude, l'indétermination, etc. Par contre, on a déjà cet usage du cadre pittoresque avec l'idée que les pièces doivent figurer un paysage sonore, etc. Et ça, c'est pas du tout contradictoire avec les principes de la Scola. Et d'ailleurs, il articule à ce cadre d'écriture générale pittoresque les procédés phares de la Scola, à savoir l'usage de thèmes cycliques qui reviennent de pièce en pièce de la suite et qui sont transformés, qui font l'usage de différentes opérations d'écriture, etc. La fixation sur le contrepoint, dans une certaine mesure aussi, qui est présente. Donc voilà, il y a vraiment une articulation très forte dans sa période scholiste de ce cadre-là, et sans du tout, pour l'instant, d'improvisation, de procédés issus de la pratique de l'impro. Ça viendra vraiment à partir de sa fréquentation des Apaches, justement. Merci beaucoup Alexandre. Merci à Thomas Giffard également, à la réalisation technique, et merci à tout le comité d'organisation des rencontres du RT14. Donc Tristan Dominguez, Karim Mamou, Bianca Maretti, Muriel Mille, Vincent Timsit, Élise Kesvatine et moi-même.